Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Les 12 et 19 juin prochains, donc, nous serons appelés aux urnes une nouvelle fois pour élire nos députés. Un scrutin crucial pour les partis en Auvergne, 12 circonscriptions, 12 sièges à pourvoir. Quels candidats et combien seront-ils? Pour en débattre autour de la table, 4 invités, 4 couleurs politiques, le Rassemblement national avec Anne Biscos, la France insoumise, bonjour, et Marianne Maximi. Bonjour. Bonjour. La majorité présidentielle représentée par Guy Lavocat. Bonjour. Et enfin, les Républicains avec Jean-Pierre Brenas. Bonjour. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors, ma première question est la même pour tous les 4. Allez-vous investir un candidat de votre parti dans chaque circonscription d'Auvergne? Allez, honneur aux femmes. Marianne Maximi, c'est à vous. On aura un candidat ou une candidate du pôle populaire dans chaque circonscription en Auvergne et en France, effectivement. Vous serez candidate? Nous, on est encore en train de discuter avec d'autres forces politiques. La réponse, bientôt. Plutôt oui, plutôt non? Si je le suis désignée, évidemment, je le serai. Très bien. Anne Biscos, même question. Y aura-t-il un candidat RN dans chaque circonscription d'Auvergne? Dans chaque circonscription du Puy-de-Dôme, bien évidemment, et en France entière. Donc, avec des personnes du Puy-de-Dôme. Et donc, je serai candidate. Très bien. Vous m'avez devancé. Les noms sont déjà validés? Les noms sont validés, effectivement, et nous annoncerons ça à la presse, a priori, la semaine prochaine. Très bien. Quelle circonscription pour vous? La première. Donc de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. c'est ça, première du Puy-de-Dôme. Guy Lavocat, 12 circonscriptions en Auvergne et autant de candidats de la majorité présidentielle investie. La question est-elle tranchée? Oui, comme en 2017, nous avions autant de candidats qu'il n'y avait de circonscriptions sur les 4 départements auvergnats. Et ça sera la même chose pour 2022, avec une dynamique que tout le monde a pu constater au premier tour et au deuxième tour sur ces 4 départements. C'est-à-dire des surprises? Non, je trouve qu'on a fait plutôt un bon score. Emmanuel Macron surtout a fait un très bon score, puisque sur le département du Puy-de-Dôme, on gagne 3500 voix par rapport au premier tour de 2017. Et puis voilà, on est largement devant au deuxième tour. On retrouvera tous les sortants, ils sont 5 élus avec le MoDem. Oui, je pense les 5 députés sortants sont candidats à leur réinvestiture. Et vous, un mandat? Moi, j'étais candidat aux européennes, donc voilà, je suis européiste de cœur, contrairement peut-être à d'autres autour de cette table. Donc voilà, oui, je pourrais être de toute façon en soutien de Valérie Thomas, qui sera candidate sur la première circonscription. Et si on vous le demande sur une autre circonscription, d'être candidat? C'est pas tranché? C'est pas tranché, pourquoi pas, mais voilà, moi je vis à Clermont, je travaille à Clermont-Ferrand sur la circo numéro 1. Voilà, si on devait me demander de partir, je préférerais partir sur la une. Très bien. Enfin, Jean-Pierre Brenas, quelle est la position des Républicains, autant de candidats que de circonscriptions? Oui, les Républicains présenteront des candidats sur toutes les circonscriptions d'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs. Bien sûr, les sortants. Et sur le Puy-de-Dôme, nous allons mettre en place une nouvelle génération. Des jeunes assez exceptionnels. Des nouvelles têtes alors? C'est un scoop? Des nouvelles têtes, des femmes, mais surtout des candidats qui sont très investis localement, des élus locaux et très attachés à leur territoire. Et Laurent Wauquiez, il pourrait se présenter par exemple en Haute-Loire? Alors, je n'en ai strictement aucune idée. Bien sûr, il donnera sa position en temps voulu. Pour l'avoir côtoyé très récemment, je sais qu'il est totalement concentré sur les dossiers régionaux, sur le développement de nos territoires, sur la défense de l'Auvergne, sur la conduite des grands projets clermontois. Vous savez qu'il y en a beaucoup. Gergovie, le FRAC sur le site de la Halle au Blé, puis le futur lycée qui va bientôt ouvrir. Et vous êtes déjà donc conseiller régional, un autre mandat, ça vous tente? Personnellement, je ne suis pas candidat aux élections législatives. Très bien, c'est noté. Et puis vous avez tous encore un petit peu de temps, notamment je pense à vous, monsieur l'avocat, puisque pour les autres la réponse est claire. Je rappelle que le dépôt des candidatures pour le premier tour de ces législatives aura lieu du 16 au 20 mai. Des candidats donc, mais lesquels? Des alliances sont-elles envisagées? S'unir, oui, mais avec qui? On en vient à notre deuxième thématique législative, la stratégie des partis. Et on va regarder, si vous le voulez bien, ensemble cette carte, l'Auvergne aujourd'hui et ses couleurs politiques. C'est ça, 12 circonscriptions, 5 élus de la majorité présidentielle, LREM et MoDem, en violet et orange, 4 élus LR en bleu, 2 élus du Parti communiste en rouge et une élue socialiste
en rose. Pour l'instant, aucun député donc insoumis, mais Jean-Luc Mélenchon, leader du parti, se voit déjà Premier ministre et rêve d'une cohabitation, et cela passe forcément par des mariages de raison. Marianne Maximi, où en sont les négociations avec le PS, les Verts ou encore le Parti communiste ? Mais écoutez, ça progresse. C'est des négociations que nous avons lancées. En tout cas, dès le soir du premier tour, nous sommes adressés à 3 partis politiques pour leur proposer justement d'unir nos forces, de renforcer ce pôle populaire qui a émergé le soir du premier tour des élections présidentielles. Et donc tout ça est en train d'avancer dans le bon sens. Alors qu'il est aujourd'hui, c'est difficile de vous dire... Avec les Verts, ça avait l'air d'être presque acté. Le PC aussi, c'est en bonne voie ? C'est en bonne voie, effectivement. En tout cas, tout ça prend le temps nécessaire parce que l'objectif, ce n'est pas de faire des alliances pour des alliances, c'est de se mettre d'accord sur un socle commun. On parle d'abord de programme, c'est pour ça que ça prend du temps parce que on veut proposer une majorité, effectivement, à l'Assemblée nationale et de pouvoir gouverner ce pays. Donc, c'est pas juste pour se répartir des circonscriptions, c'est pas du tout l'idée. Ben justement, très concrètement, négocier, ça veut dire quoi ? Pour qu'on se rende compte, dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme, la députée socialiste Christine Pires-Beaune termine son 2e mandat. Va-t-elle représenter l'Union populaire demain ? Est-ce qu'il n'y aura donc pas de candidat LFI face à elle ? Tout ça, on aura la réponse très prochainement. C'est des discussions qui ont lieu. Le Parti socialiste a fait le choix, en votant à son bureau national, de rejoindre ces discussions. Il y en a eu une première mercredi qui a plutôt bien avancé, notamment sur la question programmatique. L'enjeu avec le Parti socialiste, c'était surtout qu'on ait des points d'accord de programme, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. On voit... Pourquoi c'est si dur avec le Parti socialiste ? Parce que l'enjeu, il est financier ? L'enjeu, alors ça les regarde. En tout cas, moi, je vois juste qu'il y a des contradictions à l'intérieur du Parti socialiste. On le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les éléphants, c'est-à-dire l'ancienne génération, qui, elle, ne veut pas renier le bilan du quinquennat de François Hollande. C'est finalement quoi, des querelles d'ego ou de... Non, c'est des enjeux politiques, c'est des divergences, à mon avis, de fond. Et on voit une nouvelle génération qui est à la tête de ce parti, qui, pour le coup, est d'accord pour, justement, porter un programme dans lequel il y aurait la retraite à 60 ans, un SMIC à 1 400 €. Donc ça regarde aussi après à l'interne du Parti socialiste, à eux de se mettre d'accord à l'intérieur. En tout cas, nous, ce qu'on a mis sur la table, effectivement, c'est des discussions à la proportionnelle, c'est-à-dire en respectant le poids de chacun et chacune, sur une base de programmes communs, c'est-à-dire des grands traits programmatiques qu'il faudra porter ensemble dans le but de gouverner ce pays. Je vous vois attentif, Guy Lavocat. Finalement, la stratégie de rassemblement de la gauche, elle ressemble un peu à la vôtre. Au sein de la majorité présidentielle, il y a de nombreux sous-partis, LREM, Modem, Agir, Horizon. Ces alliances peuvent-elles vous faire perdre la majorité ? Non, parce que nous, on est une majorité solide qui s'élargit de mois en mois depuis 5 ans. Donc, et on est tous unis par un seul projet qui est un projet de renforcement de notre économie et surtout un projet fondamentalement européen, contrairement à ce que propose la France insoumise. Voilà, on est totalement engagé sur la question européenne, sur la question de... Mais ça ne va pas être si facile quand même. On a encore vu cette semaine à Cergy le désamour d'une partie des Français envers Emmanuel Macron. Vous avez aujourd'hui 5 députés de la majorité présidentielle, on l'a dit. On parle beaucoup de la prime aux sortants, mais on reproche aussi beaucoup aux élus de la majorité présidentielle, ici en Auvergne, leur absence sur le terrain. Est-ce que ça ne va pas vous jouer des tours ? Alors l'absence sur le terrain, si vous renvoyez effectivement... à certains de nos députés qui sont largement à la tâche depuis 5 ans dans leur commission, et je pense notamment à Valérie Thomas qui est à la commission des affaires étrangères. Alors c'est marrant, je viens de regarder justement sur le site de l'Assemblée nationale, et elle était l'une des moins présentes dans les commissions. Oui, elle est peut-être physiquement moins présente. Donc elle travaille, si elle n'est pas sur le terrain, si elle n'est pas en commission. Elle est rapporteuse du budget du développement, notamment sur la question africaine. Elle est beaucoup en déplacement sur les pays africains depuis 5 ans. Alors effectivement, on la voit pas sur le terrain. C'est quand même une campagne de terrain, les législatives. Oui, mais elle le sera par son bilan, elle le sera aussi par le terrain. La campagne des législatives n'a pas encore commencé, puisque elle n'est pas officiellement investie. Mais ça dure 5 ans. Voilà, elle a été élue en 2017. Oui, elle a été élue en 2017, mais elle est dans une commission qui l'oblige à être très souvent absente de son territoire et de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors effectivement, c'est très facile pour les députés de l'opposition d'être dans l'opposition, puisque
ils s'attachent à ne pas voter les projets de loi ou les propositions de loi qui sont présentées à l'Assemblée nationale. Et effectivement, ils ont le temps de se consacrer à leur territoire. La nouveauté, ça va être difficile de miser dessus maintenant, hein. Il y a un premier bilan. Oui, bien sûr, mais on est plutôt satisfait du premier bilan, parce que regardez le taux de chômage, encore les chiffres de l'INSEE viennent de le montrer, une baisse sur le premier trimestre encore de 5%. On a un taux de chômage qui est le plus bas depuis 15 ans, et pour les jeunes, depuis plus de 40 ans. Donc moi qui suis dans le recrutement, je le disais tout à l'heure à M. Brenas, j'ai de plus en plus de mal à trouver des candidats pour les postes qui sont offerts. Ça explique aussi la baisse. Quand on compte plus les chômeurs et quand ils sortent des chiffres de Pôle emploi, effectivement, le chômage baisse. Non, pas le nombre de personnes privées d'emploi. Non, pas du tout, parce que je peux vous dire, moi, je suis à l'œuvre dans l'économie réelle. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Donc, ce n'est pas une affaire de radiation. Jean-Pierre Brenas, justement, actuellement, les Républicains représentent la première force d'opposition à l'Assemblée nationale avec une centaine de députés, dont 4 dans le sud de l'Auvergne, dans le Cantal et en Haute-Loire. On a entendu que le président voulait encore élargir son parti. Des alliances avec la majorité présidentielle sont-elles possibles ? Vous faites bien de le rappeler, nous sommes la première force politique. Aujourd'hui et notamment dans les territoires. Nous sommes à la tête de nombreuses communes, communautés de communes, départements, c'est le cas dans le Puy-de-Dôme, à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu, et bien d'autres régions. C'est-à-dire, le parti Les Républicains, c'est un parti qui est implanté dans les territoires. Sur les stratégies, que j'appelle plutôt des petites combines, parce qu'il faudra quand même qu'on m'explique un jour comment un parti comme le Parti socialiste européen, me semble-t-il, peut s'entendre avec un parti mélenchoniste qui appelle à la désobéissance européenne. Peut-être que Mme Maxime pourra donner des pistes de réflexion. Il y a des vrais sujets de clivage. S'ils s'entendent là-dessus, c'est vraiment tout ce que les gens détestent dans la politique. C'est des petites combines pour avoir un peu plus de poids électoral, pour sauver quelques députés. C'est se vendre pour un plat de lentilles. Alors après, concernant les lentilles, Laurent Wauquiez. Oui, la République en marche. Elle nous tend la main, mais de quelle façon ? Cette stratégie, nous la refusons. Stratégie du débauchage. Des anciens LR macro-compatibles, il y en a un certain nombre. Le sénateur de l'Allier, Claude Maluret, son groupe Les Indépendants, il a rejoint Horizon. Édouard Philippe, Jean Castex, enfin des premiers ministres quand même. On va les compter par rapport au nombre de députés. Des premiers ministres. De députés qu'il y a à l'Assemblée. C'est du débauchage. Et le débauchage, pour nous, ça se rapproche beaucoup de la trahison. Et donc, LR a pris une position qui est claire, celle d'être indépendant. Nous considérons que nous ne sommes pas fongibles, ni dans la République en marche, ni chez les lepénistes. Donc nous sommes droits dans nos bottes, nous considérons que le débat démocratique, il a besoin de nous. Parce qu'il a besoin de... Valérie Pécresse n'a pas obtenu les 5% à la présidentielle. Ça peut aussi jouer en votre défaveur. Je vous remercie de le rappeler. Mais non, mais il est important, justement... Vous savez très bien que le poids des Républicains, ce n'est pas 5%. Oui, mais ce faible score, ça peut jouer en votre défaveur. Nous le verrons. Non, précisément parce que les territoires ont été abandonnés pendant ce quinquennat. On va laisser répondre, Monsieur Brenas, parce que vous avez évoqué à la fois la majorité présidentielle et également l'Union populaire. Je vais vous laisser réagir par rapport à ce qui a été dit, notamment sur ces négociations. Voilà. C'est ce que M. Brenas ne veut pas comprendre, c'est que justement, on n'est pas en train de se répartir dans un intérêt stratégique ponctuellement pour une campagne électorale. Au contraire, on a une stratégie d'union populaire sur la base d'un programme, d'accord programmatique. C'est une des différences dans ce qu'il peut raconter et ce que nous, on est en train de faire. Mais ce que dit M. Brenas, c'est qu'en gros, vous ne vous retrouvez pas sur les programmes, c'est ça. Est-ce que c'est vrai ? C'est pour ça que ça discute aujourd'hui, c'est pour ça que les discussions, ça prend du temps, que ça ne peut pas se faire en une journée et qu'il y a une base de programme, d'accord, de propositions qui est mis sur la table. Si les membres du Parti socialiste, mais pareil pour Europe Écologie Les Verts, ne s'y retrouvent pas, effectivement, on n'arrivera pas à aboutir à une alliance, à cette fédération de l'Union populaire. Mais on travaille, et ça, la balle est dans le camp aussi, aujourd'hui, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, et du Parti communiste, et du NPA d'ailleurs. Et juste sur les alliances de circonstances, c'est intéressant, parce que justement, c'est ce que vous avez fait au municipal en 2020, avec Éric Fédy. C'est la même chose. C'est pas des sujets centraux comme l'Europe, le soutien de l'Europe. Ils veulent casser l'Europe. Ils sont pour l'Europe. Là, il y a un tout petit sujet quand même. C'est pas exactement le même niveau que l'entente pour Clermont. Dès le premier. Oui.
Et bien justement, Modem. Madame Biscos, on ne vous a pas encore entendu jusqu'à présent. On est parce donc qu'on- dans la partie négociation. Alors vous, par exemple, Éric Zemmour fait un petit peu un appel du pied à Marine Le Pen. Il ne mettra pas de candidat reconquête face à elle non plus, face à Nicolas Dupont-Aignan voilà, non plus d'ailleurs. Votre parti va-t-il saisir cette main tendue ? En fait, localement, sur le Puy-de-Dôme, nous avons déjà investi nos candidats. Donc, les Zemmouriens Reconquête ne nous ont pas approchés lors de la campagne. Sont des gens que nous connaissons et ne nous ont pas approchés d'ailleurs lorsqu'ils ont créé Reconquête. Donc, effectivement, ils peuvent peut-être nous aider lors de la campagne, être chef de campagne, mais il n'est pas prévu de nous retirer pour laisser la place à des candidats Reconquête sur le Puy-de-Dôme. Alors sans alliance, comment comptez-vous peser à l'Assemblée ? Eh bien, en fait, je pense que nos scores parlent d'eux-mêmes. Marine Le Pen a rassemblé pour le premier tour, a rassemblé pour le second tour, notamment aussi sur notre département. Donc, de nombreux électeurs en ont marre un peu de cette soupe politique et ces négociations politiques et espèrent en nous justement avoir un vrai mouvement national. Et donc, je pense que sans accord, nous pouvons totalement... Alors attendez, votre parti progresse, c'est un fait, hein, c'est indéniable. Mais en 2017 aussi, votre parti continuait de progresser. Marine Le Pen était arrivée en deuxième à la présidentielle. Et pourtant, au final, moins de 10 députés, pas de groupe parlementaire, il en faut 15. C'est l'objectif cette année ? Et comment vous allez faire ? Non, absolument pas. Vous savez qu'il y a un problème de proportionnel déjà, et nous progressons depuis 5 ans, et nous avions déjà progressé entre 2012 et 2017. Donc, oui, mais pour peser, il ne faut pas une peser, poignée je pense que les députés. Les projectifs actuels ne sont pas de l'ordre de 7 députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ils sont plutôt de l'ordre de 50 à 70 voire sans union. Donc là, effectivement, ce sont que des projections. Oui. Et peut-être que ça concerne moins notre département, mais nous avons des scores qui permettent effectivement un nombre d'élus investis Rassemblement national de devenir députés. C'est qu'il faut aussi des cadres au Rassemblement national et clairement, ça en manque. Ici, ne serait-ce qu'en Auvergne, il y a 2 conseillers régionaux voilà, qui représentent le Puy-de-Dôme et l'Allier. Et ils vivent où ? Ils vivent dans les Alpes. Je veux dire, vous manquez de cadres aujourd'hui. En fait, nous avons des cadres et nous avons peut-être des cadres qui ont été, par la force des choses, cachés, puisqu'il n'est pas facile de s'afficher Rassemblement national dans le Puy-de-Dôme. Donc, d'ailleurs, on nous a reproché, lors des départementales, d'avoir une quinzaine de cantons sans photo. Parce qu'il est vrai que nous subissons encore aujourd'hui des menaces professionnelles, des menaces administratives, des menaces des antifas, qui font qu'il était difficile de présenter des gens à potentiel jusqu'à présent. J'entends, mais les législatives, ce sont quand même des élections ancrées dans le local, sur le territoire. Il faut bien savoir à qui on s'adresse, pour qui on vote. On vote pas pour Marine Le Pen, on vote sans doute pour son parti, mais on vote pour un futur député. Ne pas être élu ne décide pas on ne peut pas être de bons élus dès un mois. La preuve, la vague La République En Marche de 2017 a levé un nombre de députés qui venaient de la société civile et qui n'avaient pas l'expérience d'élus locaux et qui n'étaient pas issus de politique. Enfin Vous êtes mieux organisés aujourd'hui ? Nous sommes mieux organisés. La preuve, nous avons quand même présenté... j'insiste, 31 cantons, nous sommes le seul parti sans union sur le Puy-de-Dôme à l'avoir fait. Donc c'était 62 candidats et 62 suppléants, 124 personnes. Avant de passer à la dernière partie, je voulais juste que vous puissiez rebondir, réagir aux propos tout à l'heure de M. Monas. Moi, je reprendrai un propos de Stefan Zweig, un grand auteur allemand, qui est « Tu peux tout fuir sauf ta conscience ». Et ça, c'est vrai à la fois pour nos concitoyens qui font partie de la gauche ou du PS et nos concitoyens qui font plutôt partie du centre droit ou de la droite. Je pense que c'est surtout la conscience plutôt que les accords d'appareil qui feront la différence lors de ces législatives. Très bien. Et on arrive donc à notre troisième et dernière partie d'émission. Une cohabitation est-elle possible ? Selon le sondage Ipsos Soprasteria, 56% des Français la souhaitent. Marianne Maximi, Jean-Luc Mélenchon, il s'y voit déjà. Son affiche est plus que parlante. Jean-Luc Mélenchon, on va la voir.
Premier ministre. Affiche controversée d'ailleurs, provocation ou intime conviction? C'est surtout une stratégie qui nous semble importante. Le système est fait d'avoir rapproché les élections législatives pour favoriser le candidat élu à la présidentielle. Et on l'a vu d'ailleurs en 2017, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une majorité à La République En Marche. Alors que pour la première fois sur un scrutin présidentiel, même avant le second tour, nous avons un candidat qui a propulsé la question des élections législatives dans le débat public. Et l'enjeu, il est là pour nous, c'est de dire effectivement, il y a un président qui est élu. Mais il faut comment il peut gouverner? Il peut gouverner avec une autre majorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le troisième tour commence à commencer. Mais on reproche parfois l'arrogance d'Emmanuel Macron. C'est quand même assez présomptueux au contraire, de se déclarer ou en tout cas de se désigner déjà comme le Premier ministre. Ces élections législatives, évidemment, ont revêt une importance extraordinaire sur ce scrutin parce que on l'a vu, on peut satisfaire. Alors j'écoute Guy Lavocat dire qu'il progresse. Moi je vois surtout que Emmanuel Macron perd 2 millions de voix sur ce scrutin-là et qui vont justement au Front National qui en récupère 2,6 millions. Alors pour le rempart à l'extrême droite, c'est quand même un gros raté. C'est un énorme raté. Et donc il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a besoin d'une alternative à la politique proposée par Emmanuel Macron. Si on veut une retraite à 60 ans, si on veut un SMIC à 1 400 €, effectivement, il va falloir voter aux élections législatives pour le pôle populaire, pour avoir un autre Premier ministre. On va équilibrer tout ça. Justement, Anne Biscos, même question, une cohabitation est-elle envisageable? Moi, je vais reprendre. Si vous vouliez une retraite à 60 ans, pourquoi avoir appelé à voter M. Macron ? Puisque M. Macron n'a jamais eu comme politique une retraite à 60 ans. Donc la seule qui était la proche de vos idées était Marine Le Pen. Puisque nous parlions de 40 annuités. En tout point, madame. Non, je ne pense pas. Si. Donc nous... Vous vous sentez proche du parti des Insoumis? Moi, je pense que par rapport à l'Europe, nous avons tout de même des points communs. Donc, même si la France insoumise ne le reconnaît pas, je pense qu'au niveau de certains points de notre programme, notamment la retraite, notamment le pouvoir d'achat, nous n'avons effectivement aucun. Non, mais il ne faut pas être dans le déni non plus. Donc, effectivement, nous pensons que Emmanuel Macron doit avoir une opposition forte à l'Assemblée, mais cette opposition forte représentée uniquement par M. Mélenchon me semble un petit peu réelle, puisqu'apparemment 70% des Français ne veulent pas de M. Mélenchon en tant que Premier ministre. On va avancer. Excusez-nous, il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais que tout le monde puisse s'exprimer sur cette question. Cohabitation, oui ou non, rapidement, vous y croyez? Nous y pensons, mais effectivement... Vous pensez que ce sera vous? Nous pensons que ça peut l'être nous par rapport justement à certaines projections. Allez-y, Guy Lavocat, c'est réaliste, une cohabitation? Non, déjà, afficher M. Mélenchon comme Premier ministre, c'est déjà une chimère type Trump que essaye de vendre la France insoumise aux électeurs. Et c'est prendre surtout les électeurs pour des imbéciles qui connaissent très bien la Constitution française et qui savent que le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Ça vous choque, cette affiche? Avec une majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Non, mais toute l'histoire de la 5e a montré que le président élu avait une majorité à l'Assemblée. Donc, il n'y a jamais eu de cohabitation oui, dans ce pays. Hors période de cohabitation, mais sur une réélection, jamais. Donc c'est vendre du rêve à des électeurs. Mais évidemment, on est confiant, on travaille. On peut pas. Il faut vraiment que je donne la parole. Allez-y. Je crois que c'est bientôt la fin de l'émission. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'une majorité de Français ait se prononcé en faveur d'une cohabitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français connaissent Emmanuel Macron aujourd'hui. Ils connaissent son inclination naturelle à un certain autoritarisme, à l'État centralisateur, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'envoyer des élus du territoire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un parti unique, rééquilibrer les pouvoirs, faire en sorte que le même n'ait pas tous les pouvoirs entre les mains, parce qu'on a besoin de faire avancer des dossiers. Par exemple, aujourd'hui, les LR sont la première force d'opposition, mais vous avez une centaine de députés. On ne parle pas de cohabitation, là. On n'est pas à ce stade-là. On a besoin d'un groupe LR. Donc vous n'êtes pas pour une cohabitation? Pour faire avancer les dossiers, rééquilibrer les pouvoirs, faire en sorte qu'on soit plus près de Paris. Regardez, ça fait 5 ans qu'on n'a pas de TGV, bien entendu, depuis longtemps. On n'a pas de TGV tout court. Le train est toujours en retard. Ici, on n'a pas la fibre dans nos zones rurales. On manque à l'hôpital, c'est une catastrophe. Donc tous ces dossiers, on a besoin d'élus LR à l'Assemblée nationale et c'est l'objet du vote du 12 juin.
Merci beaucoup. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe vite. Merci donc à tous les cadres d'avoir accepté notre invitation. Merci à ceux et celles qui ont contribué à sa réalisation, ici sur le plateau, en régie, au montage, sans oublier notre service documentation. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Les législatives, on en reparle, bien évidemment. Et déjà le 12 juin est le premier tour, donc ce sera vite là. On se donne, nous, rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien. On s'intéressera au rôle du député. Restez avec nous dans un instant, vos informations.